L'air de la Régence n'était pas que robe de bal tourbillonnante et regards volés derrière des éventails peints. Pour la plupart, c'était un marché à la viande brutale et dorée. Vous étiez vendu au plus offrant, ou vous étiez totalement invisible. Nora était invisible. Alors, quand elle a vu un homme mourant de soif dans la poussière, pendant que les lords et les ladies buvaient du champagne glacé à une quinzaine de mètres de là, elle n'a pas vu un paysan. Elle a simplement vu un être humain. Elle lui a tendu un verre d'eau. Elle ne savait pas qu'elle le tendait au duc. La chaleur de juillet de l'an 1815 n'était pas polie. Elle ne se souciait pas des sensibilités délicates de l'aristocratie anglaise. Elle ne respectait pas non plus la soie française importée des dames qui se prélassaient sur la terrasse de Foxwood Hall. Le soleil frappait comme un marteau sur une enclume. L'air devenait épais, brumeux et suffocant. Nora Hastings était assise à l'extrémité de la terrasse. Elle avait 23 ans. C'était un âge dangereux pour une femme non mariée et sans fortune. Aux yeux de la bonne société qui s'éventait sur les chaises en fer forgé, elle était déjà un fantôme, une vieille fille, un cas de charité dépendant entièrement de la mauvaise grâce de sa tante Mildred. Nora portait une robe de mousseline délavée. Elle avait été lavée si souvent qu'elle avait perdu sa couleur rosée d'origine. Elle s'était installée dans un rose poudré et résigné. La robe ne la dérangeait pas. Elle était douce, et contrairement à la soie de sa cousine Louisa, lourdement baleinées et au ton de bijoux, elle ne ressemblait pas à une cage sur mesure. « Mon Dieu, c'est absolument intolérable !» geignit Louisa. Elle referma brusquement son éventail en ivoire peint et le tapota contre son genou. « Pourquoi mon père a-t-il insisté pour que nous assistions à une réception à la campagne avant même l'arrivée du duc? Cela me dépasse. Nous rôtissons pour rien. » Tante Mildred ne leva pas les yeux de sa broderie. « Nous sommes ici, Louisa, parce que lorsque sa grâce daignera enfin visiter son domaine nouvellement hérité, tu seras déjà établie comme une habituée. La familiarité engendre le confort engendre les demandes en mariage. » Nora gardait les yeux fixés sur l'horizon. Le marché du mariage. Tout revenait toujours à la transaction. La chair, le sang et la jeunesse échangés contre des titres, des terres. Et le droit de se plaindre du temps sur une terrasse. Nora avait échoué sur le marché. Ou plutôt, le marché lui avait fait défaut le jour où son père était mort. Il ne lui avait laissé que des dettes. Elle était reconnaissante de cet échec. Il lui donnait une liberté étrange et tranquille. Personne ne la regardait. Personne n'attendait rien d'elle, à part le silence. Elle regarda au-delà de la balustrade en marbre de la terrasse, vers les vastes pelouses ondulantes de Foxwood. Le domaine était magnifique, mais c'était actuellement un chantier de construction chaotique. Le défunt duc avait laissé le domaine se dégrader gravement. L'intendant actuel, un homme férocement ambitieux, nommé Croft, tentait désespérément de moderniser les jardins avant l'arrivée du nouveau duc de Londres. Pour ce faire, Croft avait engagé 24 hommes de la région pour creuser une immense tranchée. Elle était destinée à un lac artificiel. Ils travaillaient en plein centre de la pelouse, totalement exposés au soleil brutal de midi. Nora les observait. Le contraste était physiquement nauséabond. Sur la terrasse, des plateaux d'argent, de l'eau citronnée glacée, des sandwichs aux concombres, le tintement léger des rires et des ombrelles. À une 50aine de mètres de là, des hommes maniaient des pioches dans la terre durcie. Leurs chemises étaient sombres de sueur, leurs muscles tremblaient d'épuisement. Un homme attira son attention. Il ne ressemblait pas aux autres ouvriers, pas par son visage, qui était couvert de saleté et caché par une casquette plate en lambeaux, mais par sa façon de bouger. Les autres hommes balançaient leurs outils avec un affaissement rythmé et résigné. Cet homme-là maniait sa pioche avec une violence explosive et contenue. Il était grand, ses épaules larges sous une chemise de lin rugueux qui lui collait au dos. Il y avait de la colère dans son travail. Il enfonçait le fer dans le sol sec, comme s'il essayait de le tuer. Tandis que Nora regardait, l'homme s'arrêta. Il s'appuya lourdement sur le manche en bois de son outil, la poitrine haletante. Il leva la main, retira sa casquette pour s'essuyer le front du revers d'une main sale et calleuse. Ses cheveux étaient sombres, collés à son front par la sueur. Il regarda vers la terrasse. Même à une 50aine de mètres, Nora sentit le poids de ce regard. Ce n'était pas un regard de désir ou d'admiration. C'était un regard de dégoût profond et pur. Il regarda les femmes dans leurs soieries, les valets de pied qui attendaient oisivement avec des plateaux de boissons fraîches. Sa mâchoire se serra en une ligne dure et rigide.
Des brutes paresseuses, marmonna tante Mildred, en suivant le regard de Nora. Elle fit un geste paresseux avec son éventail. Regardez-les là, à ne rien faire. Monsieur Croft les paye 1 shilling par jour, et ils s'appuient sur leurs pelles comme des seigneurs. Les doigts de Nora se resserrèrent sur le tissu de sa jupe. Ils creusent depuis l'aube, ma tante, sous cette chaleur. Ils meurent probablement de soif. Ils y sont habitués, Nora, intervint Louisa, en prenant une gorgée délicate d'un verre de limonade givrée. Leurs constitutions sont différentes des nôtres. Plus robustes comme des animaux de ferme, en fait. Nora se tourna pour regarder sa cousine. Le visage de Louisa était lisse, joli et totalement dépourvu d'empathie. C'était un aveuglement volontaire. Elle devait voir les hommes dans la poussière comme une espèce différente. Autrement, le champagne aurait eu un goût de sang. En bas, dans la tranchée, l'ouvrier aux cheveux sombres trébucha. Il ne tomba pas, mais son genou plia, le retenant contre la paroi de terre brute de la tranchée. Un autre ouvrier se précipita pour l'aider à se relever, mais un claquement sec fendit l'air. Monsieur Croft, l'intendant, était assis sur un hongre gris à quelques mètres de là. Il venait de faire claquer une cravache en cuir contre sa botte. « Au travail !» cria Croft, sa voix portant facilement sur l'herbe manucurée. « Pas de salaire pour les tirs au flanc. Il faut que cette tranchée soit dégagée avant la nuit. » L'homme aux cheveux sombres se releva du mur de terre. Il ne ramassa pas sa hache immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna et regarda directement Croft. Nora retint son souffle. Elle ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais la pure défiance dans la posture de l'ouvrier était assez éloquente. Croft leva la cravache, la pointant vers le visage de l'homme. « Ramasse-la, ou tu quittes le domaine sans un sou. » L'homme soutint le regard de Croft pendant 3 longues secondes. Puis, lentement, il se pencha et ramassa le lourd outil en fer. Il frappa la terre encore et encore, mais ses coups perdaient de leur puissance. Le soleil était en train de gagner. Nora regarda le pichet en argent d'eau glacée, posé sur la table à côté de Louisa. Le verre suintait de condensation. Il y avait 3 gobelets en étain propre empilés sur l'étagère inférieure du chariot, destinés aux chiens s'ils avaient soif. Elle se leva. « Où vas-tu » ? Lança tante Mildred. « Assise-toi. Tu attires l'attention sur toi. »« Je vais faire une promenade, » dit doucement Nora. « Par cette chaleur, tu vas abîmer ton teint. Mon teint est le cadet de mes soucis, ma tante. » Avant que Mildred ne puisse protester davantage, Nora s'approcha du chariot. Elle n'hésita pas. Elle saisit le lourd pichet en argent par l'anse, attrapa l'un des gobelets en étain propre et quitta la terrasse. L'herbe était sèche et cassante, craquant sous les fines semelles des bottes de Nora, alors qu'elle s'éloignait de l'ombre de la maison. Au moment où elle sortit de sous l'auvent en toile, la chaleur la frappa comme un coup physique. Elle pressait contre sa peau, lourde et implacable. Elle garda les yeux fixés sur la tranchée. Elle pouvait sentir les regards brûler son dos depuis la terrasse. Elle savait que ce qu'elle faisait était un suicide social aux yeux de sa tante. Une dame n'approchait pas les ouvriers. Une dame ne reconnaissait pas la saleté, la sueur ou la souffrance de la classe ouvrière. Une dame restait au-dessus de tout cela, immaculée et intacte. Nora s'en fichait. Le cynisme qu'elle nourrissait envers sa propre société s'était depuis longtemps transformé en une rébellion silencieuse et obstinée. Si elle était un fantôme pour eux, alors elle agirait comme telle. Elle allait hanter leur après-midi parfait. Alors qu'elle approchait du chantier, l'odeur de la terre retournée, des racines écrasées et de la sueur aigre emplit l'air. Le bruit du métal heurtant la roche était assourdissant de près. Monsieur Croft la repéra le premier. L'intendant tira brusquement sur les rênes de son cheval, tournant la bête pour lui faire face. Ses yeux passèrent de sa robe délavée au pichet d'argent dans sa main. Il ne savait pas exactement qui elle était, juste une parente pauvre des riches invités. Mais il savait qu'elle appartenait à la maison. « Mademoiselle », dit Croft, son ton un mélange de déférence et d'agacement. « Le domaine n'est pas sûr pour une promenade aujourd'hui. Il y a de la poussière et de la terre meuble. »« Je ne me promène pas, Monsieur Croft, » dit Nora, sa voix ferme, bien que son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle ne s'arrêta pas de marcher. Elle passa juste devant le cheval, s'approchant directement du bord de la tranchée déchiquetée. Les ouvriers s'arrêtèrent. 10 hommes, couverts d'une épaisse pâte de poussière et de sueur, la fixaient dans un silence stupéfait. Pour eux, elle devait ressembler à un mirage. Une femme en robe rose tenant un pichet couvert de givre.
Nora balaya la tranchée du regard jusqu'à ce qu'elle le trouve. L'homme aux cheveux sombres. Il était appuyé contre le mur de terre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en halètements courts et saccadés. De près, il avait l'air encore plus mal en point. Ses lèvres étaient gercées et saignaient. Les jointures de ses mains étaient à vif. Elle s'agenouilla dans la poussière. Elle ne se souciait pas de la jupe en mousseline. Elle la laissa traîner dans la poussière sèche. « Tenez », dit-elle. Elle versa l'eau glacée dans le gobelet en étain. Le son de l'eau heurtant le métal était la chose la plus forte au monde. L'homme aux cheveux sombres leva les yeux. Ses yeux étaient d'un gris surprenant et perçant. Ils étaient intelligents, vifs et plissés par une profonde méfiance. Il regarda le gobelet, puis son visage. « C'est propre », dit-elle doucement, interprétant mal son hésitation. « S'il vous plaît, buvez avant que le soleil ne la réchauffe. » Il ne parla pas. Il tendit la main. Sa main était grande, marquée de cicatrices, et tremblait légèrement de fatigue musculaire. Ses doigts effleurèrent les siens, alors qu'il prenait le gobelet. Sa peau était rugueuse, brûlante au toucher. Il porta le gobelet à ses lèvres et but. Il ne l'engloutit pas comme un animal affamé. Il but avec un désespoir étrange et contrôlé. Quand il abaissa le gobelet, il ferma les yeux une fraction de seconde, laissant échapper un long souffle rauque. « Mademoiselle », la voix de Croft claqua comme un fouet derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites? Ces hommes ne doivent pas être choyés. Nous avons un calendrier à respecter. » Nora l'ignora. Elle versa un deuxième gobelet et le tendit à l'homme à côté de lui. C'était un jeune garçon qui ne paraissait pas avoir plus de 16 ans. Le garçon le prit avec des mains tremblantes, murmurant un rapide « Que Dieu vous bénisse, mademoiselle ». Elle se retourna vers l'homme aux cheveux sombres. Il l'observait. La colère qui émanait de lui plus tôt avait disparu. Elle était remplacée par un calcul silencieux et intense. Il étudiait son visage, remarquant la robe délavée, l'absence de bijoux, la tache de terre sur l'ourlet de sa jupe, là où elle était agenouillée. « Vous allez ruiner votre robe, » dit-il. Sa voix fut un choc. Elle était profonde, rauque à cause de la poussière, mais son accent était étrangement net. Il n'avait pas les voyelles lourdes et arrondies des ouvriers locaux. « Elle est déjà ruinée, » répondit Nora, en le regardant droit dans les yeux. « Elle a été lavée trop de fois. La saleté est une amélioration. » Un léger, presque imperceptible tressaillement tira le coin de ses lèvres gercées. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était proche. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il doucement, gardant sa voix plus basse que les cris de Croft. « L'intendant va s'en prendre à vous. »« L'intendant n'a aucun pouvoir sur moi, » mentit Nora avec aisance. « Je suis une invitée, bien que pauvre. » Elle versa un autre verre d'eau et le lui tendit. « Buvez. » « Vous avez l'air sur le point de tomber dans la terre que vous creusez. » Il prit de nouveau le gobelet. « Il n'est pas dans mon intention de mourir dans un fossé aujourd'hui, » murmura-t-il. « Alors continuez à boire. Éloignez-vous de là. » Croft fit avancer son cheval, l'animal reniflant en approchant du bord de la tranchée. « Vous, les hommes, retournez au travail maintenant. Et vous, mademoiselle, je dois insister pour que vous retourniez à la terrasse. » Nora se leva lentement. Elle regarda Croft, le menton levé. « Si vous ne fournissez pas d'eau à ces hommes, Monsieur Croft, je reviendrai toutes les heures avec ce pichet, et je m'assurerai que ma tante parle au duc de l'inhumanité de son intendant quand il arrivera. » Le visage de Croft devint d'un violet sombre et colérique. « Le duc me fait confiance pour gérer ses affaires. »« Le duc n'est pas là, » dit soudain l'ouvrier aux cheveux sombres. Sa voix trancha l'air lourd, froide et acérée. Il s'avança, se plaçant légèrement entre Nora et le cheval de l'intendant. « Alors peut-être devriez-vous écouter la dame, Croft. » Croft ricana en regardant l'ouvrier de haut. « Surveille ta langue, sale rat, ou je te ferai fouetter hors du domaine. » L'ouvrier ne broncha pas. Il se contenta de regarder Croft avec ses yeux gris perçants. Un regard d'une autorité si absolument terrifiante que, pendant un instant, Croft tira sur ses rênes. Nora sentit un changement soudain dans l'air. La dynamique entre les deux hommes était complètement fausse. L'ouvrier n'avait pas peur. Il regardait l'intendant comme un homme regarde un chien qui a oublié sa place. Avant que la tension ne puisse éclater, Nora se tourna. Elle laissa le pichet et les gobelets en étain sur le bord de l'herbe. « Gardez-les, » dit-elle aux hommes dans la tranchée. Elle se retourna et commença la longue marche de retour vers la terrasse. Son dos était droit, sa robe rose tachée de terre brune,
Elle pouvait sentir la chaleur revenir, pressant contre sa peau. Mais elle sentait aussi les yeux gris de l'ouvrier la suivre à chaque pas. Gabriel Montgomery, le 7e duc d'Aylesbury, goûta l'eau glacée sur sa langue. Elle avait le goût du salut. Elle avait le goût de la première chose honnête qu'il avait vécue en 3 mois. Il se tenait dans la tranchée, le soleil cuisant la boue sur ses épaules, et regardait la femme à la robe rose délavée s'éloigner. Il regardait la rigidité de sa colonne vertébrale, l'inclinaison provocante de sa tête. Il la regarda s'approcher de la terrasse, où une femme plus âgée au visage acéré la saisit immédiatement par le bras, la secouant, montrant la boue sur ses jupes. La main de Gabriel serra le manche en bois de la pioche jusqu'à ce que ses jointures craquent. Il était le duc d'Aylesbury depuis exactement 92 jours. À la mort soudaine de son père, Gabriel avait hérité d'une immense fortune, 5 domaines, et un réseau de corruption écœurant. Son père avait été un propriétaire absent et négligent. Il ne se souciait que des revenus que ses terres produisaient, jamais des gens qui y travaillaient. Gabriel avait soupçonné que les gérants des domaines détournaient les bénéfices et abusaient des locataires. Quand il reçut les rapports élogieux et faussement optimistes de M. Croft à Foxwood Hall, il n'envoya pas de lettre annonçant son arrivée. Il n'amena ni sa voiture ni son valet de pied. Il arriva par une diligence en pleine nuit, portant les vêtements rudes d'un docker, et il postula pour un travail journalier sur son propre domaine. Ce qu'il trouva était pire que ce qu'il avait imaginé. Croft était un tyran. Les salaires étaient une misère, les conditions brutales. Et les fonds du domaine garnissaient clairement les poches de Croft, plutôt que d'améliorer les lieux. Gabriel avait passé les 3 derniers jours à manier une pioche. Il brûlait d'une rage silencieuse et mortelle. Il compilait une liste mentale de tous les hommes qu'il allait renvoyer, et de tous ceux qu'il allait envoyer en prison. Mais il ne s'était pas attendu à la terrasse. Il ne s'était pas attendu à l'afflux d'aristocrates sycophantes invités par Croft pour préparer un grand accueil. Il avait passé la matinée à écouter les rires aigus et stupides des femmes et les accents traînants et arrogants des hommes. Il les regardait manger des délices glacées pendant que ses propres ouvriers s'effondraient d'épuisement. Il les avait tous haïs. Il avait regardé la terrasse et y avait vu tout ce qui n'allait pas en Angleterre, tout ce qu'il méprisait dans le titre dont il avait hérité. Et puis, elle était sortie. Gabriel Butt, la dernière goutte d'eau dans le gobelet en éteint. Le métal devenait déjà chaud. « Qui est-elle » demanda Gabriel à voix basse, s'adressant au vieil homme qui creusait à côté de lui. Le vieil homme s'essuya le visage, regardant vers la terrasse avec des yeux prudents. « C'est Mademoiselle Hastings, la nièce de Lady Mildred, une des riches veuves venues de Londres. Une parente pauvre, disent-ils. Elle n'a pas un sou. Il la traite surtout comme une domestique dans une jolie robe. « Mademoiselle Hastings » répéta Gabriel. Le nom semblait solide, ancré. « C'est une audacieuse, de défier Croft » chuchota le garçon à côté de lui, serrant le pichet d'argent comme si c'était une relique sacrée. « Il va le lui faire payer. Ou nous le faire payer. Croft ne fera rien du tout, » dit Gabriel, sa voix tombant dans un registre qui fit que le vieil ouvrier le regarda vivement. Gabriel se reprit, relâchant sa posture, jouant à nouveau le rôle du terrassier épuisé. « Remettons-nous au travail, à notre rythme. L'intendant peut crier tout ce qu'il veut. » Sur la terrasse, la punition était en cours. Tante Mildred avait traîné Nora par le coude à l'ombre de l'auvent. Ses ongles s'enfonçaient douloureusement dans la chair de Nora. « As-tu perdu la tête » siffla Mildred, sa voix basse pour que les autres invités n'entendent pas. Bien que Louisa regardait avec un sourire de plaisir malveillant. « Tu marches dans la saleté. Tu tends un verre à un simple ouvrier, comme une serveuse. »« Il mourait de soif, ma tante, » dit Nora, refusant de grimacer à la douleur dans son bras. C'était de l'eau, pas une demande en mariage. « N'utilise pas ce ton avec moi, Nora, » lança Mildred, la relâchant enfin. Elle pointa un doigt tremblant couvert de bagues vers l'ourlet boueux de la robe de Nora. « Regarde-toi, tu es souillé, tu sens le grand air. Tu m'as embarrassé devant les plus belles familles du comté. »« Il ne me regardait pas, » répondit calmement Nora. « Il ne me regarde jamais. Il regarde maintenant. Tu es une folle scandaleuse. » Mildred se pencha près d'elle, son haleine sentant légèrement la menthe poivrée et la cerise. « Si tu penses que je vais continuer à t'héberger, te nourrir et te traîner à ces événements pendant que tu te comportes comme une enfant sauvage, tu te trompes. Quand nous retournerons à Londres, tu trouveras un emploi.
Une gouvernante peut-être, si quelqu'un veut de toi. Mais j'ai fini d'essayer de te marier. Nora sentit un étrange calme froid l'envahir. Une gouvernante, cela signifiait la pauvreté. Des journées sans fin à s'occuper des enfants gâtés des autres. Dormir dans des greniers froids, ne jamais avoir sa propre vie. Mais en regardant le visage tordu de sa tante, puis celui de Louisa, qui grignotait délicatement un gâteau, tandis qu'un homme à 50 mètres de là saignait dans la terre pour son confort, Nora ne ressentit que du soulagement. « Très bien, ma tante, » dit Nora doucement. Mildred cligna des yeux, prise au dépourvu par l'absence de larmes ou de supplications. « Quoi ?» J'ai dit, « Très bien. Si vous en avez fini avec moi, alors j'ai fini de prétendre être l'une des vôtres. » Nora tourna le dos à sa tante. Elle s'éloigna des tables ombragées, loin du cristal tintant et du parfum suffocant. Elle se dirigea vers le bord de la terrasse, appuya ses mains contre la balustrade de marbre chaud et regarda de nouveau la pelouse. En bas, dans la tranchée, l'homme aux cheveux sombres travaillait à nouveau, mais il était plus lent maintenant. La colère frénétique avait disparu. Il maniait la pioche avec un rythme régulier et mesuré. Comme s'il sentait ses yeux sur lui, il s'arrêta. Il leva les yeux. À travers l'étendue d'herbe mourante et de chaleur chatoyante, leurs regards se croisèrent à nouveau. Nora ne détourna pas les yeux. Elle ne se cacha pas derrière un éventail, ni ne baissa le regard avec pudeur. Elle le regarda avec l'épuisement honnête de quelqu'un qui venait de jeter tout son avenir et qui découvrait que la perte ne la dérangeait pas. Gabriel la regarda en retour. Il a vu la boue sur sa robe. Il a vu l'isolement dans sa posture. Elle se tenait seule, en marge d'une foule qui la méprisait. C'était une femme qui n'avait rien, qui avait risqué le peu qui lui restait, juste pour donner un verre d'eau à un étranger. Un sourire lent et dangereux se dessina enfin sur le visage de Gabriel strié de saleté. Le ton pensait posséder ce monde. Croft pensait qu'il régnait sur ce domaine. Lady Mildred pensait qu'elle tenait le destin de Nora entre ses mains. Ils avaient tous tort. Gabriel se remit à creuser, mais la terre ne semblait plus lourde. La boue sur ses bottes ne le dérangeait pas. Laissez-les prendre leur thé. Laissez-les profiter de leur ombre. Le duc était rentré, et il s'apprêtait à réduire leur petit monde parfait en cendres. La punition pour la rébellion de Nora fut rapide et profondément silencieuse. On ne lui cria plus dessus. Elle fut simplement effacée. Le dîner de ce soir-là fut un somptueux repas de 12 plats dans la grande salle à manger. Nora n'était pas invitée. Tante Mildred avait ordonné à une domestique d'apporter un plateau de mouton froid et de pain rassis dans la petite chambre de Nora, au 3e étage. C'était l'équivalent social d'un peloton d'exécution. Le matin, tout le monde dans la maison saurait que Nora Hastings était officiellement persona non grata. Elle était une marchandise endommagée, coupée du troupeau. Nora mangea le mouton froid. Il avait un goût de cendre, mais elle mâcha et avala, parce que la famine était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. À minuit, la chaleur étouffante de la journée s'était enfin dissipée, laissant le manoir drapé dans une obscurité lourde et humide. Nora ne pouvait pas dormir. Les murs de sa petite chambre ressemblaient à un cercueil. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de quelque chose à lire, n'importe quoi, pour empêcher son esprit de calculer les mathématiques sombres et terrifiantes d'une vie de gouvernante déshonorée. Elle se glissa hors de sa chambre. Les couloirs de Foxwood Hall étaient silencieux, éclairés seulement par la pâle lueur de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres à meneaux. Nora se déplaçait comme une ombre, pieds nus sur le plancher froid, descendant l'escalier de service. Sa destination était la bibliothèque au rez-de-chaussée. Elle atteignit le bas de l'escalier et s'arrêta. Un filet de lumière s'échappait de sous la lourde porte en chêne du bureau de l'intendant. Nora fronça les sourcils. Croft était un homme qui appréciait son sommeil et son porto. Il était rarement éveillé après 10 heures. Elle s'approcha furtivement, retenant son souffle. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle pressa son œil contre la fente. Ce n'était pas Croft. Un homme se tenait près du grand bureau en acajou. Il tenait une seule bougie dans un bougeoir dans une main, projetant des ombres dures à travers la pièce. De son autre main, il feuilletait rapidement un épais grand livre de contes relié en cuir. Il portait une chemise sombre et un pantalon de toile. C'était l'ouvrier, l'homme de la tranchée. Le cœur de Nora battait la chamade contre ses côtes. Il volait. Il devait voler. S'introduire dans le bureau de l'intendant signifiait une peine obligatoire sur un ponton pénitentiaire ou une pendaison.
Si le juge était de mauvaise humeur, elle aurait dû crier. Elle aurait dû courir vers le veilleur de nuit. Au lieu de cela, elle poussa la porte. Les gonds émirent un léger grincement. L'homme se figea instantanément. Il ne laissa pas tomber le livre, ni ne paniqua. Il resta simplement parfaitement immobile, ses yeux se dirigeant vers la porte. Quand il la vit debout là, dans sa simple chemise de nuit blanche, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. La tension mortelle dans son corps diminua légèrement. « Vous marchez très silencieusement pour une dame », dit Gabriel. Sa voix était un murmure bas et rauque, qui semblait gratter les murs du petit bureau. « Vous entrez par effraction très bruyamment pour un voleur », répondit Nora, entrant et poussant doucement la porte derrière elle. Gabriel la regarda. Il posa la bougie sur le bureau. « Allez-vous appeler la garde ?»« Non. »« Pourquoi pas ?»« Parce que M. Croft est un homme cruel, » dit simplement Nora. « Si vous le volez, je suis encline à fermer les yeux. » Gabriel laissa échapper un souffle court et silencieux qui aurait pu être un rire. Il ferma le registre et le glissa dans un sac en toile de jute posé sur la chaise. « Je ne vole pas, je lis. Vous lisez. » Cela lui échappa avant qu'elle ne puisse se retenir. C'était une supposition pleine de préjugés, et elle le regretta instantanément. Mais les ouvriers qui creusaient des fossés pour un shilling par jour avaient rarement l'occasion d'apprendre à lire. Encore moins de déchiffrer la sténographie financière complexe d'un registre de domaine. Gabriel s'appuya contre le bord du bureau, croisant les bras sur sa poitrine. Même dans la pénombre, il paraissait massif, dangereux. Il ne ressemblait pas à un homme qui appartenait à une tranchée. Mais il ne ressemblait pas non plus à un homme qui appartenait à un salon. « Je lis très bien, Mademoiselle Hastings », dit Gabriel. Nora se raidit. « Vous connaissez mon nom. Vous avez fait une forte impression cet après-midi. » Les hommes parlent. Ses yeux gris étudièrent son visage, descendant jusqu'à ses pieds nus sur le plancher en bois. Ils disent aussi que l'intendant essaiera de vous ruiner pour l'avoir embarrassé. Monsieur Croft n'a pas le pouvoir de me ruiner. Ma tante s'en est déjà chargée. Nora s'approcha, jetant un coup d'œil au sac en toile de jute. Quoi que vous cherchiez dans ces livres, vous feriez mieux de le trouver rapidement et de partir. S'il vous attrape ici, il ne se contentera pas de vous chasser du domaine. Il vous fera arrêter. Qu'il essaye, murmura Gabriel. Voilà encore cette arrogance, cette confiance terrifiante et imméritée. Vous êtes un imbécile si vous pensez pouvoir le combattre, lança Nora, sa voix urgente. Il a la loi de son côté. Il a le soutien du duc. Le duc? Gabriel cracha le mot comme une malédiction. Que savez-vous du duc? Je sais que c'est un lâche, dit Nora sans détour. Il hérite de cet immense domaine. Des centaines de personnes dépendent de lui. Et il reste à Londres à boire du vin, pendant que son intendant affame les travailleurs. Il est comme tous les autres, néglige, cruel, par omission. Gabriel resta parfaitement immobile. L'air dans la pièce sembla se refroidir de 10 degrés. Il la fixa, absorbant les mots. Pendant 3 mois, il avait été en colère contre le système, en colère contre Croft, en colère contre son père décédé. Mais entendre cette femme, cette paria, qui avait ruiné sa propre vie pour apporter un verre d'eau à un étranger, le traiter de lâche en face, c'était comme un coup de couteau dans les côtes. Et c'était entièrement mérité. Vous tenez votre propre espèce en bien piètre estime, mademoiselle Hastings, dit-il finalement doucement. Ce n'est pas mon espèce, dit Nora, se tournant vers la porte. Je ne suis rien pour eux, et après aujourd'hui, je suis moins que rien. Elle posa sa main sur la poignée de porte en laiton. Sortez d'ici avant l'aube. Prenez l'argent que vous pensez vous être dû et fuyez. L'aristocratie ne perd pas face à des hommes comme vous. Elle se contente de vous écraser. Elle ouvrit la porte et retourna dans l'ombre du couloir. Gabriel la regarda partir. Il baissa les yeux sur le sac en toile de jute contenant les registres. La preuve du détournement de fonds de Croft était absolue. L'homme avait volé des milliers de livres, affamant le domaine pour garnir ses propres poches et falsifiant les registres envoyés à Londres. Gabriel avait tout ce dont il avait besoin pour détruire Croft. Mais alors qu'il rangeait les livres, la victoire avait un goût de cendre. Cruel par omission. Ces mots résonnaient dans son crâne. Il ne devait pas seulement renvoyer un intendant. Il devait réduire toute cette hiérarchie en cendres et tout recommencer. Et il allait commencer demain matin. La maison était dans un état d'hystérie frénétique absolue. À 8 heures le lendemain matin, un Cavalier Express était arrivé à l'aube.
Il portait une lettre scellée avec le blason ducal. L'homme d'affaires du duc d'Aylesbury avait écrit pour informer M. Croft que sa grâce était actuellement en route depuis Londres. Il arriverait en calèche le soir même. Foxwood Hall explosait de mouvement. Les serviteurs couraient dans les couloirs. Le personnel de cuisine commença à abattre des poulets et à sortir les meilleurs vins des caves profondes. À l'étage, les invités aristocratiques étaient dans une frénésie d'autopréservation et d'ambition. Tante Mildred aboyait des ordres à une domestique terrifiée, exigeant que la meilleure robe de soie saphir de Louisa soit repassée 3 fois. Nora était assise près de la fenêtre de sa petite chambre, observant le chaos en bas. Elle se sentait totalement détachée de tout cela. Le duc arrivait. Le grand dieu invisible de Foxwood Hall descendait enfin du mont Olympe. Laissez-les paniquer. Sur la pelouse, la panique avait pris une tournure beaucoup plus sombre. Croft était hors de lui. La tranchée du lac artificiel n'était pas terminée. C'était une cicatrice boueuse béante au centre de la vue immaculée du duc. Si le duc arrivait et voyait le désordre, la compétence de Croft serait remise en question. Nora regarda depuis la fenêtre du 3e étage, Croft monter et descendre à cheval le long de la tranchée, hurlant sur les hommes. Il avait doublé la main-d'œuvre, sortant les garçons d'écurie et les soubrettes pour transporter de la terre. Le soleil était déjà brutal, un éclat blanc et chaud qui promettait d'être pire que la veille. Nora fronça les sourcils. Elle se pencha plus près de la vitre. Elle pouvait voir l'homme aux cheveux sombres en bas dans la terre. Il travaillait, mais ses mouvements étaient différents aujourd'hui. Il ne se précipitait pas. Il observait. Chaque fois que Croft criait, la tête de l'homme se tournait, suivant l'intendant avec une concentration froide et prédatrice. À midi, la chaleur était suffocante. Nora ne pouvait pas rester dans sa chambre. Elle descendit, évitant les couloirs principaux, et sortit par la porte latérale près des cuisines. Elle n'apporta pas d'eau cette fois. Elle se tint simplement à l'ombre d'un grand chêne, observant la tranchée. Le bruit sec survint soudainement. Ce n'était pas le son du métal sur la roche. C'était un bruit sourd, humide et lourd. En bas dans la tranchée, le jeune garçon, celui de 16 ans à qui Nora avait donné de l'eau la veille, s'effondra. Il ne trébucha pas. Il se plia simplement comme une marionnette cassée, son visage heurtant la terre dure. Le creusement s'arrêta. Les hommes restèrent figés, épuisés, regardant le garçon immobile. « Levez-vous » rugit Croft. Il éperonna son cheval jusqu'au bord de la tranchée. « Relevez-le, nous n'avons pas le temps pour ça. » L'ouvrier plus âgé s'agenouilla à côté du garçon, le retournant. Les yeux du garçon étaient révulsés. Sa peau était grise. « Il est fini, monsieur Croft. Il a besoin d'ombre. Il brûle de fièvre. Il tire au flanc, » hurla Croft, son visage violet de rage et de panique. Il descendit de cheval. Il serra la cravache en cuir dans son poing et marcha vers le bord de la fosse. « Je ne laisserai pas le duc arriver et voir une meute de chiens paresseux dormir dans la terre. Lève-toi, garçon. » Croft leva le fouet. Il ne l'abaissa jamais. Une main jaillit de la tranchée. Des doigts couverts de boue et de callosité se refermèrent sur le poignet de Croft avec la force d'un piège en acier. Nora haleta, faisant un pas en avant depuis l'ombre du chêne. C'était lui, l'ouvrier aux cheveux sombres. Il avait escaladé le côté de la tranchée avec une vitesse terrifiante. Il se tenait maintenant sur le bord, dominant l'intendant. Il n'avait pas l'air fatigué. Il ressemblait à un dieu de la guerre sculpté dans la terre et la sueur. « Lâchez-moi » siffla Croft, essayant de retirer son bras. Gabriel ne bougea pas d'un pouce. La prise se resserra. Croft laissa échapper un hoquet de douleur. Le fouet en cuir tomba de ses doigts dans la poussière. « Il a besoin d'eau et d'un médecin » dit Gabriel. Sa voix n'était pas un cri. Elle était basse, conversationnelle et totalement dépourvue de pitié. « Faites-le porter à la cuisine par vos hommes. Je suis l'intendant de ce domaine » cracha Croft, son visage à quelques centimètres de la poitrine de Gabriel. « Tu n'es qu'un asticot qui creuse dans ma terre. Je te ferai pendre pour avoir posé la main sur moi. Guards, saisissez-le. » Deux des gardes du domaine, de grands hommes armés de lourds gourdins en chêne, s'avancèrent avec incertitude. Gabriel tourna la tête, fixant les gardes avec un regard si glacial qu'ils s'arrêtèrent net. « Le garçon » répéta Gabriel, regardant à nouveau Croft. Il serra le poignet de l'intendant. Un craquement écœurant résonna dans l'air silencieux. Croft hurla,
tombant à genoux alors que son poignet se disloquait. La panique éclata. Les ouvriers reculèrent. Les invités sur la terrasse, qui avaient observé l'agitation, commencèrent à pousser des cris. Tanty Mildred se serra la poitrine, tandis que les hommes criaient à quelqu'un d'aller chercher un pistolet. « Arrêtez-le » gémit Croft depuis le sol, serrant son bras mutilé. « Tuez-le » Les deux gardes trouvèrent enfin leur courage et se précipitèrent en avant. Ils saisirent Gabriel par les bras. Gabriel ne se débattit pas. Il les laissa le saisir. Il regarda Croft, qui se tordait dans la poussière, puis il leva les yeux vers la terrasse. Il vit les visages horrifiés du ton. Il vit les valets de pied se précipiter avec des mousquets. Et puis il vit Nora debout près du chêne. Elle ne criait pas. Elle le fixait, les yeux écarquillés, réalisant exactement ce qu'il venait de faire. Il avait jeté sa vie pour empêcher un fouet de frapper un enfant. Gabriel lui sourit. C'était un sourire sombre, teinté de sang. « Emmenez-moi à la maison », dit Gabriel aux hommes qui le tenaient. Il ne parlait pas comme un prisonnier. Il parlait comme un roi donnant un ordre. « Tu vas aux écuries, animal. » Un des gardes ricana, lui tirant l'épaule. « On va t'enchaîner au mur jusqu'à ce que le magistrat arrive. » Gabriel s'arrêta de marcher. L'arrêt soudain faillit faire tomber les gardes. Il tourna la tête et regarda l'homme droit dans les yeux. « Vous m'emmènerez à la maison, » dit Gabriel. L'accent rauque et rude qu'il avait utilisé pendant 3 jours disparut. La voix qui sortit de sa gorge était celle de l'aristocratie pure et sans mélange. C'était le ton sec et autoritaire d'un homme né pour gouverner. Un homme poli dans les couloirs d'Eton et d'Oxford. C'était une voix qui commandait l'obéissance à un niveau cellulaire. « Et vous le ferez sans me toucher à nouveau. Lâchez-moi. » Le garde cligna des yeux. La confusion envahit son visage. Instinctivement, violemment, il lâcha le bras de Gabriel. L'autre garde fit de même, reculant d'un pas comme s'il avait été brûlé. Gabriel redressa les épaules. Il ne brossa pas la saleté de ses vêtements. Il se tourna et commença à marcher vers la grande entrée principale de Foxwood Hall. La scène sur les marches de l'entrée était un chaos total. Les invités s'entassaient près des immenses portes doubles, essayant de voir l'ouvrier violent se faire emmener. Ils se figèrent de choc en voyant l'ouvrier monter calmement les marches de calcaire, entièrement de son propre chef. Les gardes le suivaient, l'air terrifié et profondément confus. Croft était aidé à monter les escaliers par un valet de pied, sanglotant de douleur et se tenant le poignet. Gabriel les ignora tous. Il franchit les lourdes portes d'entrée pour pénétrer dans le grand foyer. Les sols en marbre brillaient sous les lustres en cristal. Il n'essuya pas ses bottes. Il laissa une traînée de boue sombre et lourde sur la pierre blanche immaculée à chaque pas. « Arrêtez-le » hurla Croft depuis l'embrasure de la porte. « C'est un fou. Ne le laissez pas approcher les dames. » Gabriel entra directement dans le grand salon. La pièce était bondée. Tante Mildred, Louisa et une douzaine d'autres aristocrates étaient blottis les uns contre les autres, des selles pressées contre leur nez. Quand Gabriel entra, laissant tomber de la saleté et de la sueur sur le tapis persan importé. Le silence fut absolu. Gabriel s'arrêta au centre de la pièce. Il regarda les miroirs dorés, les rideaux de velours, l'étalage écœurant de richesses payées par le sang des hommes dehors. « Où est l'intendant » demanda Gabriel, sa voix résonnant contre le haut plafond. Croft entra en titubant dans la pièce, pâle et en sueur. « Toi, tu seras pendu pour ça. Je te verrai pendu avant le coucher du soleil. Vous serez enchaîné avant le coucher du soleil, Monsieur Croft, » dit Gabriel calmement. Il passa la main à l'intérieur du col de sa chemise de lin sale. Il sortit une lourde chaîne en argent de sa tête. Attachée à la chaîne se trouvait une chevalière massive en or massif, le blason du duc d'Aylesbury, un lion rugissant tenant un serpent coupé, brillait à la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Gabriel jeta la bague. Elle heurta la table en acajou poli, au centre de la pièce, avec un bruit lourd et assourdissant. « J'ai passé les 3 dernières nuits à lire vos registres dans le noir, Croft, » dit Gabriel. Sa voix était d'un calme mortel. « Vous avez détourné 6 000 livres sterling du domaine au cours des 4 dernières années. Vous avez affamé mes locataires. Vous avez battu mes ouvriers et vous avez déshonoré mon nom. » Croft fixa la bague sur la table. Le sang quitta son visage si rapidement qu'il ressemblait à un cadavre. Sa bouche s'ouvrit, mais seul un son sec et rauque en sortit. La pièce explosa. Tante Mildred vacilla et s'évanouit réellement, s'effondrant sur une chaise longue en velours.
Louisa se serra la gorge, ses yeux passant avec terreur de la boue sur les bottes de Gabriel, aux angles durs et impitoyables de son visage. Les hommes dans la pièce reculèrent, inclinant instinctivement la tête, horrifiés d'avoir passé les 2 derniers jours à siroter de la limonade pendant que leur hôte creusait des tranchées au soleil. Votre grâce finit par étouffer Croft, tombant à genoux sur le tapis, pas à cause de la douleur à son poignet, mais sous le poids écrasant de sa propre destruction. Je ne savais pas. C'est exactement le problème, dit froidement Gabriel. Vous ne saviez pas. Vous pensiez que j'étais un moins que rien. Vous pensiez que vous pouviez traiter un moins que rien comme un animal et qu'il n'y aurait aucune conséquence. Gabriel leva les yeux. Il balaya la pièce du regard, ses yeux passant sur les aristocrates tremblants avec un mépris absolu. « Dehors !» dit Gabriel. Personne ne bougea. J'ai dit « dehors !» Gabriel éleva la voix, son rugissement se répercutant sur les vitres. Tous les invités de cette maison, qui se sont tenus sur ma terrasse, et ont regardé ces hommes saigner pour votre amusement. Faites vos bagages. Si vous n'êtes pas hors de mes terres dans 1 heure, je ferai poursuivre vos calèches par les chiens jusqu'à la sortie. La panique s'ensuivit. Les aristocrates se précipitèrent vers les portes, abandonnant leur dignité, se bousculant dans leur désespoir d'échapper à sa colère. Les valets de pied se précipitèrent, emmenant un Croft en pleurs vers les caves pour attendre le magistrat. En quelques minutes, le grand salon était vide. Gabriel se tenait seul au centre du chaos. Il laissa échapper un long et lourd soupir. Ses muscles lui faisaient mal. Sa gorge le brûlait. Il regarda la boue sur le tapis, la saleté sur ses mains. Il était de nouveau le duc. Le pouvoir semblait lourd, mais pour la première fois, il ne semblait pas corrompu. Il se tourna vers l'embrasure de la porte. Elle était là. Nora n'avait pas fui avec les autres. Elle se tenait juste à l'extérieur du salon, les mains jointes devant sa robe rose délavée. Elle regarda la bague en or sur la table, puis elle leva les yeux vers lui. Son visage était impossible à lire. Ce n'était pas de l'admiration, ce n'était pas de la peur, c'était un choc profond et silencieux. « Un lâche », répéta doucement Gabriel, faisant écho aux mots qu'elle avait utilisés dans le bureau sombre la nuit précédente. Nora déglutit difficilement. Elle ne recula pas. « Je ne savais pas. »« Non », dit Gabriel, faisant un pas lent vers elle. La saleté s'écaillait de ses bottes. « Vous ne saviez pas. Vous pensiez que j'étais un ouvrier affamé qui allait mourir dans un fossé, et vous m'avez quand même apporté de l'eau. » Le menton de Nora se leva d'une fraction de pouce. « Vous nous avez tous menti. »« Je vous ai tous survécu », corrigea doucement Gabriel. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. La différence de taille était frappante. Le contraste physique entre sa silhouette sale et meurtrie et sa pâleur, son immobilité provocante, était électrique. « Ma tante fait préparer sa voiture », dit Nora, sa voix tremblant très légèrement. Elle essayait de s'accrocher à sa fierté, la seule chose qui lui restait. « Je dois partir. Je n'ai pas ma place ici. »« Vous n'avez pas votre place avec eux », dit Gabriel. Il tendit la main, ses doigts tachés de terre attrapant doucement son poignet avant qu'elle ne puisse se détourner. Il ne la serra pas fort, juste assez pour l'arrêter. « Laissez-les partir. Vous restez. » Nora baissa les yeux sur sa grande main sombre contre sa peau pâle. « Restez en tant que quoi, votre grâce? Un cas de charité pour le nouveau duc ?» Les yeux de Gabriel s'assombrirent. « Restez en tant que la seule personne sur tout ce domaine qui m'a réellement vu. » Il relâcha son poignet et fit un pas en arrière, désignant la boue qu'il avait traînée sur le sol. « J'ai une maison à nettoyer, mademoiselle Hastings, et beaucoup de saleté à laver. Dînez avec moi ce soir. Pas dans le hall des serviteurs. À ma table. » Nora regarda l'homme qui possédait assez de richesses pour acheter de petits pays, debout dans son propre salon, ressemblant à un vagabond. Elle se souvint de la façon dont il avait attrapé le fouet. Elle se souvint de la façon dont il l'avait regardé quand il avait bu dans le gobelet en étain. Un sourire lent et timide toucha le coin de sa bouche. « Seulement si vous vous lavez d'abord, votre grâce, » dit doucement Nora. « Vous sentiez terriblement mauvais. » Gabriel rejeta la tête en arrière et rit. C'était un rire fort, retentissant, joyeux qui résonna dans les couloirs vides de Foxwood, balayant le silence, la cruauté et les fantômes du passé. Le duc était enfin chez lui, et il était exactement là où il voulait être. Le bruit des roues de calèche, grinçant sur l'allée de gravier, sonnait comme un râle d'agonie pour l'ancien monde. Tante Mildred ne partit pas discrètement.
Elle fit ses bagages avec l'énergie frénétique et terrifiée d'un soldat fuyant un front qui s'effondre. Quand Nora l'informa qu'elle ne monterait pas dans la voiture, Mildred s'arrêta net dans le couloir, son visage un masque d'horreur aristocratique. « Tu gâches ta vie !» siffla Mildred, sa voix vibrant d'une panique sincère. « Il s'amuse, Nora. C'est un duc qui joue dans la boue. Il est instable. Quand il se lassera de cette rébellion, il retournera à Londres, et tu seras laissée ici, une femme ruinée sans nom. » Nora se tenait près de la rampe. Elle ne se sentait pas en colère. Elle se sentait juste fatiguée. « Je n'ai déjà pas de nom, ma tante. J'étais un fantôme dans votre maison. Ici, au moins, je projette une ombre. » Mildred la gifla. Ce fut un coup sec et cinglant qui résonna dans le couloir vide. Nora ne broncha pas. Elle toucha simplement sa joue, regarda sa tante dans les yeux et s'écarta pour laisser les valets de pied passer avec les malles. Au coucher du soleil, Foxwood Hall était complètement silencieux. Le parfum suffocant de 40 aristocrates avait été aéré. Les rires stridents avaient disparu. La maison semblait immense, vidée, et enfin capable de respirer. Nora ne s'installa pas dans les somptueuses suites d'invités du 2e étage. Elle resta dans sa chambre exiguë et pleine de courants d'air au 3e étage. Elle se lava le visage, brossa la poussière de sa robe rose délavée et descendit quand l'horloge grand-père sonna 8 heures. La grande salle à manger était une caverne. Une table conçue pour accueillir 40 personnes s'étendait sur toute la longueur de la pièce, brillant à la lueur des bougies. Une place était mise en bout de table. Une autre place était mise à l'autre bout. Il y avait une distance d'une dizaine de mètres entre elles. Gabriel était déjà là. Il s'était lavé. La couche de boue cuite et de sueur avait disparu, révélant une peau bronzée par le soleil et marquée par les lignes argentées pâles de vieilles cicatrices. Il portait un manteau bleu foncé propre, mais ce n'était pas une veste de soirée sur mesure. C'était du simple drap. Il s'était rasé, les lignes dures de sa mâchoire nettement définies à la lueur des bougies. Il ressemblait moins à un ouvrier maintenant, mais il ne ressemblait toujours pas à un duc. Il ressemblait à un homme qui avait mené une guerre et avait à peine survécu à la paix. Gabriel regarda la distance entre les deux couverts. Il ne dit pas un mot. Il prit simplement son assiette, ses couverts et son verre de vin, parcourut les 10 mètres sur le tapis et les posa directement à droite de la chaise de Nora. « J'en ai assez des vastes espaces vides, » dit Gabriel, en tirant une chaise pour elle. Nora s'assit. La proximité était surprenante. Elle pouvait sentir l'odeur du savon, du linge propre et la faible odeur métallique de l'air froid extérieur. Il s'assit à côté d'elle. Il n'y avait pas de valets de pied planant contre les murs. Gabriel les avait tous renvoyés pour la soirée. Il servit lui-même la nourriture, du roast beef, des tranches de pain épaisses et des légumes racines rôtis. Ce n'était pas la cuisine française délicate et très recherchée que Croft avait commandée pour les invités. C'était de la nourriture lourde et honnête. Ils mangèrent en silence pendant un long moment. Ce n'était pas le silence inconfortable d'étrangers. C'était le silence épuisé et lourd de 2 personnes qui venaient de survivre à un naufrage. « Croft est dans la prison locale », dit finalement Gabriel, fixant son verre de vin. Le magistrat était terrifié quand je lui ai remis les registres. Croft sera transporté dans une colonie pénitentiaire pour le reste de sa vie. « Et le garçon ?» demanda Nora. « Celui qui s'est effondré ?»« Sam. Le docteur dit qu'il vivra. Il était gravement déshydraté. Je l'ai installé avec sa mère dans l'un des cottages de locataires vides près des bois du Sud. Il ne tiendra plus de pelle. Il travaillera dans les cuisines quand il ira mieux. » Nora hocha la tête. Elle prit une bouchée de pain. « Que se passe-t-il demain, votre grâce ?» Gabriel tourna la tête, ses yeux gris se fixant sur les siens. « Ne m'appelez pas comme ça. Pas vous. C'est votre titre. » « C'est un titre construit sur le dos d'hommes saignants dans des fossés, » dit Gabriel, sa voix tombant dans un registre bas et dangereux. « Mon père a pressé cette terre jusqu'à la dernière goutte pour financer ses dettes de jeu à Londres. J'ai hérité d'un cimetière. Je ne vous laisserai pas m'adresser par le titre qui a creusé les tombes. Alors comment dois-je vous appeler ? » « Gabriel, dit-il doucement. Une concession, une offrande. »« Gabriel, répéta Nora. Le nom semblait lourd sur sa langue. Intime, dangereux. Que se passe-t-il demain, Gabriel ? Demain, je paye les hommes, dit-il en se retournant vers sa nourriture.
Je leur paye le triple des arriérés de salaire que Croft a volés. Et ensuite, nous remplissons la tranchée. Le lac d'ornement est un projet de vanité. Nous allons détourner le ruisseau et construire un réservoir fonctionnel pour les fermes des locataires. La saison sèche a tué leur récolte. Nora l'observait. Il ne posait pas. Il y avait une détermination sombre et mécanique dans sa mâchoire. C'était un homme qui essayait de s'extraire de la culpabilité de sa lignée. « Vous ne pouvez pas tout réparer avec de l'argent », dit doucement Nora. Gabriel arrêta de mâcher. Il la regarda. « Ils n'ont pas seulement besoin de salaire », continua-t-elle, soutenant son regard. « Ils ont besoin d'un système qui ne repose pas sur la soudaine bonne volonté miraculeuse d'un duc rongé par la culpabilité. Ils ont besoin de baux équitables. Ils ont besoin d'un intendant qui leur rende des comptes, pas seulement à vous. » Gabriel se pencha en arrière dans sa chaise. Il étudia son visage, la posture provocante de ses épaules dans sa robe bon marché et délavée. La plupart des femmes l'auraient flatté, loué sa générosité et essayé de manœuvrer la conversation vers le mariage. Nora lui donnait une leçon de réforme agraire. « Vous avez un esprit vif pour la gestion de domaine, mademoiselle Hastings », murmura Gabriel. « J'ai eu toute une vie de silence pour observer les erreurs des hommes riches », répondit Nora. « C'est incroyable ce que l'on peut apprendre, quand tout le monde suppose que vous êtes sourde. » Un sourire lent et sincère se dessina sur le visage de Gabriel. Il atteignit ses yeux cette fois. « Alors je ferais mieux de venir au bureau demain matin. Les registres sont un désordre, et mes mathématiques sont atroces. » Le mois d'août arriva, apportant une chaleur lourde et humide qui s'accrochait aux vallées de Foxwood. Mais l'atmosphère sur le domaine avait entièrement changé. L'angoisse écrasante qui pesait sur les travailleurs comme un poids physique avait disparu. Gabriel ne se retira pas dans les salons frais et ombragés. Il passait ses journées à cheval, allant de ferme en ferme, déchirant les baux d'exploitation que Croft avait imposés aux locataires et en rédigeant de nouveaux. Quand il ne chevauchait pas, il était près du réservoir. Il ne maniait plus de pioche. Les hommes ne le laissaient pas faire, par un étrange et féroce nouveau respect. Mais il se tenait dans la boue avec eux, lisant les cartes de l'arpenteur et tirant son poids dans le transport du bois. Nora trouva sa propre guerre. Elle prit en charge le bureau de l'intendant. La pièce qui avait été autrefois l'antre de la corruption de Croft devint son sanctuaire. Elle retroussa les manches de ses robes simples et plongea dans le désordre catastrophique des finances du domaine. Elle trouva les comptes cachés, les registres fantômes, l'argent que Croft avait détourné. Elle n'était pas une dame oisive. Elle était une arme. Les travailleurs apprirent rapidement que s'ils avaient besoin d'un toit réparé ou d'un médecin pour un enfant malade, ils n'attendaient pas le duc. Ils allaient au bureau près des cuisines et parlaient à la femme avec des taches d'encre perpétuellement maculées sur ses doigts. Nora ne leur offrait pas de pitié. Elle leur offrait des fonds, de l'efficacité et une langue terriblement acérée si quelqu'un essayait de la tromper. Le temps, pendant ce temps, faisait une crise d'apoplexie collective. Les lettres affluaient de Londres. Tante Mildred avait répandu l'histoire de la folie de Gabriel. Le duc d'Aylesbury vivait dans la boue. Il avait rejeté sa propre classe. Il cohabitait avec une vieille fille déshonorée qui agissait comme son clerc. La société était horrifiée. Nora brûlait les lettres dans la cheminée. Gabriel ne prenait même pas la peine de les ouvrir. Leur vie se croisait dans les heures calmes et meurtries du soir. C'était tard un jeudi soir. La pluie battait contre la vitre du bureau en un rythme lourd et régulier. Nora était assise au bureau en acajou, une seule lampe allumée, vérifiant une pile de reçus de céréales. Son cou lui faisait mal, ses yeux la brûlaient. La porte s'ouvrit. Gabriel entra. Il était trempé jusqu'aux os. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son crâne et son lourd manteau de cavalier goûtait sur le plancher. Il sentait la pluie, la terre mouillée et le cuir. Il ne parla pas. Il se dirigea simplement vers le petit poêle en fer dans le coin du bureau, retira son lourd manteau et le jeta sur une chaise. Il se tint près de la chaleur, le dos tourné vers elle, passant une main sur son visage. Nora posa sa plume. « Le barrage tient ?»« À peine, » dit Gabriel, sa voix rauque d'avoir crié sous la pluie. « Le pâturage inférieur a été inondé, mais nous avons réussi à renforcer le mur ouest du réservoir. Les récoltes sont en sécurité. » Il se retourna. Il avait l'air épuisé. Les ombres sous ses yeux étaient sombres et lourdes. Il s'approcha du bureau, appuya ses mains sur le bord du bois d'acajou et la regarda. «
Vous devriez dormir, dit-il doucement. J'ai trouvé 300 livres de plus que Croft a caché dans une banque de Londres sous un faux nom, répondit Nora en tapotant le registre. Elles appartiennent au domaine. J'ai déjà rédigé la lettre au solliciteur pour les faire récupérer. Gabriel regarda le registre, puis son visage. Il tendit la main. Sa main était chaude, ses jointures encore marquées par la pioche. Il essuya doucement une tache d'encre noire sur sa pommette avec son pouce. Le souffle de Nora se coupa. Le contact était entièrement désinvolte, mais il portait la force d'un coup physique. L'air dans le petit bureau devint soudain incroyablement dense. Elle ne se retira pas. Elle leva les yeux vers ses yeux gris. Le cynisme qui la protégeait habituellement semblait terriblement mince, en ce moment. « Vous vous tuez au travail pour une maison qui n'est pas la vôtre, Nora, » murmura Gabriel, son pouce glissant pour se poser contre sa mâchoire. Il fallait que ce soit fait. « Pourquoi ? Parce que pour la première fois de ma vie, je suis réellement utile, » dit-elle, sa voix à peine un murmure, farouchement honnête. « Je ne suis pas un ornement, je ne suis pas un fardeau, je répare quelque chose. » Gabriel la fixa. L'intensité de son regard était terrifiante. Ce n'était pas l'affection polie et mesurée d'un prétendant dans une salle de bal. C'était une femme brute et possessive. Il voyait exactement qui elle était. Il voyait la colère, l'entêtement, l'esprit brillant et cynique que le reste du monde avait ignoré. « Vous n'avez jamais été un fardeau, » dit Gabriel, sa voix épaisse. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous étiez la seule chose vivante dans un monde de fantômes. » Il ne l'embrassa pas. Pas encore. Il laissa la tension s'installer, la laissant sentir la certitude absolue de son regard. Il se recula lentement, prenant une serviette sèche sur la chaise pour se sécher les cheveux. « Allez dormir, Nora !» dit-il en se tournant vers la porte. « Demain, le soleil revient, et j'ai quelque chose à vous demander. » Il quitta la pièce, laissant derrière lui l'odeur de la pluie et un silence dévastateur. Nora resta assise au bureau, son cœur battant un rythme frénétique contre ses côtes, l'encre séchant sur sa plume. La tempête se calma à l'aube, laissant le ciel d'un violet pâle et meurtri, qui se transforma lentement en un bleu brillant et sans nuages. L'air était purifié, vif et frais. Gabriel n'alla pas au champ ce matin-là. Il envoya un message à la chambre de Nora à 10 heures, lui demandant de le rejoindre près du nouveau réservoir. Nora ne portait pas de nouvelle robe. Elle n'en avait acheté aucune. Elle portait une simple robe de laine bleu foncé, qu'elle avait raccommodée elle-même. Elle traversa les pelouses. La tranchée artificielle, qui avait été autrefois un symbole de la cruauté de Croft et de la souffrance des ouvriers, avait disparu. À sa place se trouvait un réservoir large et profond, l'eau sombre et calme, retenue par un formidable mur de terre et de pierre. Ce n'était pas joli. C'était de l'ingénierie brutale et fonctionnelle. C'était exactement ce dont la terre avait besoin. Gabriel se tenait sur le barrage de terre, regardant l'eau. Il portait son manteau sombre, ses bottes boueuses de la promenade matinale. Il se tourna en entendant ses pas, crissés sur le chemin de gravier. « Il tient », dit Gabriel en désignant l'eau. « 2 millions de gallons. Les fermes des locataires ne perdront pas une récolte à cause de la sécheresse pendant les 50 prochaines années. » Nora se tint à côté de lui, la brise fraîche tirant sur ses cheveux. « C'est un bon travail. Les hommes devraient être fiers. Ils le sont. » Gabriel la regarda. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air résolu, comme un homme qui avait enfin fini de déblayer les décombres et était prêt à poser une pierre angulaire. Il fouilla dans sa poche. Il ne sortit pas de boîte en velours. Il sortit une lourde clé en fer sur une simple lanière de cuir. Il la lui tendit. Nora regarda la clé en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» « C'est la clé de la chambre forte principale du domaine. En bas, dans les caves. » Gabriel soutint son regard. Les titres de propriété, les registres maîtres, les chartes familiales, tout ce qui fait fonctionner Halsbury est derrière cette porte. Nora ne la prit pas. Elle fit un pas en arrière, ses mécanismes de défense cyniques s'enflammant instantanément. « Pourquoi me donnez-vous ça ?»« Parce que vous savez comment le protéger mieux que moi, » dit Gabriel simplement. « Parce que vous avez déchiqueté la corruption de Croft comme un couteau, et que les hommes vous font plus confiance qu'ils ne font confiance à Dieu. Et parce que je refuse de gérer ce domaine sans vous. » Nora croisa les bras sur sa poitrine. « Gabriel, si c'est votre étrange et alambiquée façon de m'offrir un emploi d'intendante permanente, c'est ma façon étrange et alambiquée de vous demander d'être ma femme,
l'interrompit Gabriel avec douceur. Le vent sembla s'arrêter. Nora se figea. Elle le fixa, cherchant la blague, cherchant la pitié, cherchant la transaction. Elle ne trouva rien d'autre qu'une sincérité absolue et terrifiante. « Ne vous moquez pas de moi », murmura Nora, sa voix se brisant. « Je ne suis pas une dame du ton. Je n'ai pas de dot. J'ai une réputation ruinée. Si vous m'épousez, la Chambre des Lords vous traitera comme un paria. »« Je suis déjà un paria », dit Gabriel en se rapprochant. Il lui prit la main, déplia ses bras et pressa la lourde clé en fer dans sa paume. Ses doigts se refermèrent sur les siens. « Je ne veux pas d'une dame du ton. Je ne veux pas d'une femme qui se soucie de la politique de salon ou de la coupe d'une soie. Je veux une partenaire qui sait se battre. » Il entra dans son espace, sa poitrine frôlant la sienne. La chaleur de son corps était indéniable. « Tu as vu un homme mourir dans la poussière, et tu as traversé le feu pour lui apporter de l'eau, » dit Gabriel, sa voix tombant dans ce murmure bas et rauque qui la désarmait à chaque fois. « Tu ne te souciais pas des règles. Tu ne te souciais pas de ta propre ruine. Tu te souciais seulement de ce qui était juste. » Il leva les mains, lui prenant le visage entre ses deux grandes mains calleuses. « Je ne t'offre pas Londres, » lui dit Gabriel avec ferveur. « Je ne t'offre pas de bal, ni l'approbation de la société. Qu'ils pourrissent dans leur salon. Je t'offre cette terre. Je t'offre le travail. Je t'offre une vie où tu ne seras plus jamais invisible. » Nora leva les yeux vers lui. Le cynisme, l'armure amère qu'elle avait portée pendant des années se brisa. Elle ne se brisa pas violemment. Elle se dissolut simplement, emportée par le poids pur et indéniable d'être vue. Vraiment, complètement vue. Elle leva les mains, agrippant les revers de son manteau. « J'aurais besoin d'un plus grand bureau », murmura Nora. Gabriel rit. Le son fut avalé par le vent. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser poli et doux. C'était lourd, désespéré et profondément ancré. Il avait le goût du vent froid, de la survie et d'une certitude absolue. Nora lui rendit son baiser avec une violence féroce et silencieuse, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules, s'ancrant contre la réalité solide et immuable de l'homme qui avait détruit un monde juste pour la trouver. Il se tenait au bord du réservoir, le duc qui avait saigné dans la boue et la fille invisible qui l'avait sauvé, regardant un royaume qu'ils allaient reconstruire de leurs propres mains. La vengeance est bruyante, mais une vie bien vécue est assourdissante. Rowan et Geneviève ont prouvé que la survie ne consiste pas seulement à traverser la tempête. Il s'agit de s'approprier les conséquences. Leur mariage, forgé dans la glace et la rancune, a réduit en cendres les règles mêmes qui ont tenté de les briser. Ils n'ont pas seulement vaincu leurs ennemis. Si vous avez aimé ce récit intense de résilience et de romance inattendue, dites-moi votre moment préféré dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez avec vos amis fans de fiction historique et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques.